Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui une des parties de l'étude de marché la plus importante, l'analyse détaillée de vos clients. C'est la partie la plus importante de votre projet. En effet, si vous vous trompez sur les clients, vous aurez des difficultés sur votre chiffre d'affaires et donc il y aura une problématique de pérennité de votre entreprise. Cette vidéo se décompose en 7 parties. 1. La segmentation de votre cible. 2. Le profil de votre cible. 3. Les motivations, mobiles, freins et critères d'achat de votre cible. 4. La façon avec laquelle votre cible achète. 5. L'implantation de votre cible. 6. Le prix psychologique que votre cible est prête à acheter. 7. La taille de votre cible. Le principe général de cette partie d'étude est de poser des postulats et de vérifier ensuite par une enquête. Tout d'abord, la segmentation de la cible. Un principe simple. Si vous vendez tout à tout le monde, vous ne vendez rien à personne. Il est donc important de découper votre cible en un groupe homogène de personnes ou d'entreprises qui ont les mêmes besoins, que vous pouvez servir de la même façon, qui accepteront de payer le même prix et avec lequel vous aurez le même type de relation. La segmentation vous permet donc de créer ces groupes homogènes. Par exemple, si vous vous adressez aux entreprises, vous n'allez pas vous adresser aux entreprises. Vous allez vous adresser aux entreprises de 0 à 5 salariés, aux entreprises de tel secteur d'activité, aux entreprises situées sur tel territoire. Bref, vous allez découper la cible entreprise en plusieurs segments et vous allez vous adresser à un ou plusieurs de ces segments. Alors, comment segmenter ? Vous devez donc choisir les critères, les clés de segmentation les plus appropriées à votre produit ou à votre service. Les clés de segmentation peuvent être l'âge, si c'est des particuliers, le sexe, le lieu d'habitation, les modes de consommation, bref, tout ce qui permet de regrouper des gens entre eux. Ce qui est important de voir, c'est que ces critères soient mesurables. Vous devez pouvoir compter le nombre d'acheteurs potentiels, nous en reparlerons ensuite. Ils doivent être accessibles, vous devez pouvoir toucher cette clientèle. Évidemment, vous pouvez avoir un ou plusieurs critères de segmentation. Vous pouvez vous adresser aux entreprises uniquement de 10 à 20 salariés et uniquement dans le secteur de l'hôtellerie, par exemple. Et vous pouvez encore avoir même un troisième critère de segmentation, ça peut être que l'hôtellerie en bord de plage. À vous de définir ce qui est le plus adapté à votre situation. Il est possible qu'au fil de votre enquête, votre segmentation évolue. Encore une fois, il s'agit de poser votre postulat et d'aller vérifier par les enquêtes. Voyons maintenant le profil de votre cible. Il est possible qu'au-delà de l'utilisateur de votre produit, vous ayez également des individus différents qui vont concourir à l'achat de ce produit. Je m'explique. Vous pouvez avoir des prescripteurs. Le cas le plus flagrant est quand les produits qui s'adressent aux enfants. Le prescripteur est l'enfant, l'acheteur sont les parents. Mais il peut y avoir également d'autres prescripteurs. L'enfant peut vous parler d'un produit dont il a entendu parler dans la cour de récréation. Il y a donc 2 prescripteurs. Le prescripteur de votre enfant et, pour vous, votre enfant qui devient le prescripteur pour votre achat. Vous voyez bien qu'il y a donc l'utilisateur, le prescripteur, l'acheteur. Et que vous devrez connaître les 3 cibles, si vous en avez 3, ce n'est pas une obligation, pour pouvoir leur parler à chacun individuellement et les pousser vers l'acte d'achat. Voyons maintenant les motivations, les mobiles ou les freins à l'achat. Effectivement, les besoins sont fondamentaux, mais ils ne suffisent pas à enclencher l'acte d'achat. Voyons donc les motivations et les freins à l'achat. Elles se décomposent en 3. Les motivations ou les freins hédonistes. La motivation, c'est la recherche du plaisir par la consommation ou la possession. Le frein, c'est l'inverse, c'est l'impression désagréable de la consommation ou de la possession d'un produit. Il y a des gens qui n'aiment pas posséder des biens. Deuxièmement, les motivations ou les freins rationnels. Côté motivation, nous avons donc tout ce qui va inciter votre client ou votre prospect à acheter parce que le produit qu'il va acheter lui paraît utile et qu'il présente plus d'avantages que d'inconvénients. C'est utile, nous sommes dans une relation rationnelle. Le frein, à l'inverse, c'est que votre client peut percevoir un rapport avantage-inconvénient négatif. 3. Les motivations ou les freins éthiques. Côté motivation, nous avons le sentiment de devoir ou d'obligation morale qui motive l'achat ou la consommation. Par exemple, acheter des produits commerce équitable. Côté frein, nous avons le refus d'acheter un produit ou une marque par souci moral. Par exemple, les marques qui font travailler des enfants. Pour compléter ces motivations, il y a des mobiles d'achat.
voyons les différentes catégories de mobiles d'achat. Ces différents mobiles sont la sécurité. Votre client a besoin d'être rassuré, soit par la marque, le vendeur, le produit, le SAV, la fiabilité, bref, il a besoin d'être rassuré. Deuxième mobile, l'orgueil. Être à la mode, faire preuve d'un certain standing. Attention, ce mobile est souvent non exprimé. Puis il y a la nouveauté, le besoin de changer, l'innovation proposée par votre produit. Il y a également le confort. Votre client va rechercher un bien-être, une facilité d'utilisation, une immédiateté, une praticité. L'avant-dernier mobile est l'argent. Il va chercher l'économie, l'envie de faire une bonne affaire. Et enfin, il y a la sympathie. Le côté affectif, c'est je me suis fait un cadeau ou au contraire, j'aime bien le vendeur, alors je vais acheter chez lui. Désormais, nous allons compléter ces motivations et ces mobiles avec des critères d'achat. Comme pour les motivations, il y a des critères rationnels, le prix, la garantie, le SAV, la nouveauté, des critères très rationnels, et il y a également des critères affectifs. Le vendeur était sympa, la boutique est jolie, bref, des critères que vous ne pouvez pas maîtriser. Attention, plus votre client aura une offre large de produits, plus il va repartir sur des critères rationnels pour faire son choix. En revanche, plus votre client va rentrer en relation avec un vendeur, plus l'achat va impliquer une relation importante avec un vendeur, plus les critères émotionnels vont prendre le dessus. Alors, comment savoir quelles sont les motivations, les critères ou les freins à l'achat de vos clients? L'information va vous provenir de toutes les études que vous aurez lues lors de l'analyse du contexte de votre marché. Encore une fois, vous allez poser des postulats issus de ces analyses et vous allez vérifier lors d'une enquête. Passons maintenant aux modalités d'achat de vos clients. Par quels moyens votre client achète-t-il? Est-ce que pour une entreprise, c'est de gré à gré, par appel d'offres, une fois par an, régulièrement, bref, quelle est la méthode, la modalité d'achat? Pour les particuliers, ça peut être plutôt par Internet, en magasin, ou plutôt de la location ou de l'achat, bref, comment votre client achète. Voyons maintenant le prix psychologique. Le prix psychologique, c'est le prix que vos clients vont accepter de payer. Il se situe entre deux bornes. Une borne inférieure, en dessous duquel le client estime que le prix est trop bas et que le produit ou le service ne sera pas de bonne qualité. Et une borne supérieure, au-dessus duquel votre client n'acceptera plus de payer parce qu'il considère que c'est trop cher. Les entreprises, comme les particuliers, ont des prix psychologiques. Le prix psychologique dépend de votre produit, des motivations d'achat de votre clientèle, mais également du contexte dans lequel se trouve votre client. Prenons un exemple. C'est la pause déjeuner, vous êtes en train de faire les boutiques et vous avez soif. Vous êtes d'accord pour acheter une petite bouteille d'eau à 1,50 € par exemple. En revanche, samedi, quand vous irez faire vos courses en grande surface, vous n'accepterez pas de dépenser plus d'1,50 € pour 6 bouteilles d'1,5 litre d'eau. Parce que le contexte est différent, votre situation est différente et donc à ce moment-là, votre besoin est différent. Alors, comment faire pour identifier le prix psychologique de votre client? Vous pouvez, par expérience professionnelle, parce que vous avez déjà exercé ce métier, avoir des informations. Mais là encore, toutes les études que vous aurez lues préalablement vont vous donner des informations. Vous allez donc vous fixer cette borne inférieure et supérieure comme postulat et vous vérifierez au moment des enquêtes. Voyons maintenant la taille de votre cible. Cet élément est très important puisque taille de votre cible potentielle multipliée par prix psychologique égale votre chiffre d'affaires. Alors, comment faire pour définir la taille de votre cible? D'abord, vous allez vous baser sur une première estimation qui est liée aux critères de segmentation. Si par exemple, votre cible est les adolescents, dans un territoire particulier, vous allez pouvoir aller sur le site de l'INSEE et savoir combien il existe d'adolescents de l'âge que vous avez défini sur le territoire que vous avez défini. Évidemment, vous ne pourrez pas vendre à l'ensemble de cette cible, mais cela vous donne une première estimation. Cette première estimation devra être ajustée par rapport à vos concurrents. Effectivement, vous ne serez pas les seuls, peut-être, à proposer ce produit et ce service à ces adolescents. En fonction donc du nombre de concurrents, il faudra ajuster cette estimation. Nous en reparlerons lorsque nous aborderons le sujet de la concurrence. Troisième ajustement, le réalisme. Si par exemple, vous arrivez à un potentiel de 500 000 clients, mais que vous êtes tout seul pour réaliser la prestation, vous voyez bien que vous ne pourrez pas servir l'ensemble de ces clients en étant tout seul. Vous devez donc voir en fonction de, par exemple, le nombre de couverts, votre temps disponible, le nombre de collaborateurs que vous aurez,
combien de clients vous pouvez servir. Pour cela, il faudra donc savoir comment vous allez produire, quel sera votre process de fabrication, pour savoir si, oui ou non, vous pourrez servir l'ensemble de ce segment. Voyons maintenant la localisation de votre cible. Il faut savoir où se situent vos clients, savoir s'ils sont proches de vous ou loin de vous. Cela est important pour savoir comment communiquer avec eux et comment leur faire savoir que vous exercez. S'ils sont proches de vous, vous pourrez mettre des flyers sur les voitures, avoir une boutique. S'ils sont loin, il faudra penser à une communication différente via Internet par exemple. Si vous achetez une activité de commerce, cette information est importante car il faudra que vous choisissiez le bon emplacement. Où se situe votre cible, vous devrez être à l'endroit où se situe votre cible. La méthode générale, vous l'aurez compris, est d'interroger votre cible. Quelques principes simples. 1. Vous devez maîtriser votre cible. Vous devez savoir qui elle est pour pouvoir aller lui parler. 2. Vous devez sortir pour aller interviewer votre cible. 3. Vous devez l'interviewer avec un questionnaire adapté. Encore une fois, vos conseillers CCI sont à votre disposition et toutes les informations que nous avons vues de façon synthétique sont développées sur le site création.cci.fr. N'hésitez pas, c'est la meilleure façon de réussir votre projet de création d'entreprise.